Alors, bonsoir à tous et à toutes. On est content de vous retrouver avec Dr Henri ce soir pour un webinaire qui parle ce soir des troubles menstruels et des syndromes prémenstruels. Alors, pour les personnes qui n'arriveraient peut-être pas à se connecter, on rappelle qu'on peut être en YouTube live, mais également notre webinaire sera en diffusion libre et gratuite sur YouTube, sur notre chaîne MyBiobox, dès demain matin. Voilà. Alors, ce soir, Jean-Yves, on va, comme d'habitude, brosser un petit peu une problématique particulière et l'illustrer de certains cas de BLS. D'accord? Alors, on a prévu pour vous ce soir d'appréhender évidemment les troubles menstruels. Hein, on sait qu'aujourd'hui, il y a une femme dans sa vie est menstruée à peu près 400 fois. Donc, ça lui laisse quand même l'opportunité de présenter certaines choses. Et la plupart, enfin, bien souvent, les menstruations, elles font partie d'un cycle hormonal qui est naturel, mais qui donne lieu à différents types de problèmes. Et pour soulager ces maux, on va essayer de voir comment on peut y arriver de façon naturelle. D'accord? Donc, Jean-Yves, je vous laisse la parole et je reviens vers vous tout à l'heure pour présenter les questions de nos auditeurs. N'hésitez pas à, comme d'habitude, les présenter sur le chat à votre droite. Merci. Bien, bonsoir tout le monde. Donc, on m'a demandé de vous parler des anomalies du cycle menstruel. Donc, je vais essayer de vous présenter ça de façon simple. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que évidemment tout ça est très lié au sang, est très lié aux hormones, et une cascade d'hormones, comme on sait bien. Et en fait, le taux de ces hormones est un taux qui est extrêmement faible, qui est de l'ordre d'à peu près 5 à 9 CH. On est vraiment dans des doses infinitésimales, ce qui explique que l'homéopathie a évidemment un effet remarquable à ce niveau, puisqu'on est dans des concentrations qui sont à peu près équivalentes. Alors, évidemment, le patient qui sort du gynécologue classique, la patiente, elle est généralement un peu déroutée. D'abord parce que la médecine moderne ne voit le malade qu'à travers sa maladie, c'est-à-dire le nom qu'elle lui donne, son diagnostic nosologique, alors que chaque malade a une histoire et fait sa maladie à sa façon. Donc en fait, la gynécologue ou le gynécologue va s'appliquer à poser un diagnostic dans sa sphère en plus, et puis il va essayer de traiter ce diagnostic sans se rendre compte en fait qu'il y a une logique dans cette histoire. Alors pour chaque diagnostic, l'allopathie a mis au point des tests spécifiques et elle met en avant un traitement chimique bien codifié aux effets et inconvénients certains, c'est sûr. Alors, dans notre approche, bien sûr, on ne va pas négliger les données des classiques, mais on va plutôt essayer de comprendre quelles sont les dysfonctions organiques qui sous-tendent chaque tableau clinique. Alors, en particulier, il y a un élément qui est absolument capital au départ, c'est l'inflammation. D'ailleurs, les dernières études américaines nous donnent raison, toute pathologie humaine est sous-tendue par l'inflammation. Et on voit bien sur le BADS, celle-ci va se dérouler en deux phases. La première est une phase aiguë macrocytaire, c'est-à-dire cellulaire essentiellement, hyper-alpha-alpha-2 avec libération d'enzymes, donc enzymatiques. Et la deuxième, qui apparaît au bout d'une vingtaine de jours et qui pourra s'amplifier par la suite, est une phase beaucoup plus chronique, lymphocytaire, c'est-à-dire avec sécrétion d'anticorps, de type d'aspect hyper-bêta-gamma. Et là, on voit que les anticorps sont sécrétés et le complément va s'activer. Donc, cette inflammation, on va d'abord se poser la question, est-ce que c'est une inflammation aiguë ou est-ce que c'est une inflammation chronique? Et puis ensuite, on va se poser une deuxième question, est-ce qu'on est dans une problématique tissulaire de sécheresse ou d'humidité? En sachant que dans la sécheresse, ça correspond aux phases 1, 2 et 3 de Reykjavik, c'est le terrain des allergies. Et évidemment, ce n'est pas la peine même de regarder à la limite les albumines, parce que la femme, elle vous dit j'ai la peau sèche, j'ai les muqueuses sèches, j'ai des douleurs qui sont apparues, j'ai des rougeurs, etc.
Là, on est dans la sécheresse. Au contraire, quand on est en humidité, ben, il y a beaucoup plus de réactions violentes, mais il y a une récupération à peu près totale de la situation et on pourra même voir des œdèmes. Donc, dans un cas, des œdèmes assez spectaculaires, mais pas graves, et dans l'autre cas, beaucoup plus de sécheresse, beaucoup plus compliqué à soigner. Alors, vous connaissez tous la grille des phases de Reykjavik. Hein. Vous savez que les patients qui sont en phase 1, 2 et 3 sont des patients avec des tissus humides, alors qu'au contraire, en phase 3, 4 et 5, on a des patients qui sont en sécheresse. Alors en plus, bien sûr, de ces paramètres du protidogramme, on va s'intéresser aux deux paramètres hormonaux du bilan, l'iode, qui va nous donner une idée de l'équilibre thyroïdien. Et il faut savoir que la thyroïde a un rôle dans le déclenchement des ovulations. Hein. On le voit bien, par exemple, dans les hypothyroïdies, les femmes même qui ont des hypothyroïdies frustres vont se retrouver avec des aménorrhées ou avec des cycles extrêmement lents. Et bien sûr, ça pourrait être aussi le marqueur d'une allergie aiguë ou chronique. Et puis le zinc, qui est le marqueur de l'équilibre thyroïdien, mais il peut être aussi le marqueur des infections virales ou parasitaires chroniques. Donc attention, comme toujours, avec le BNS, aucun paramètre n'est vraiment spécifique. Hein, on est dans une logique de râteau à palette, hein, c'est-à-dire chaque test ramène plusieurs diagnostics possibles. Et en fait, c'est la comparaison des tests entre eux qui va nous permettre de choisir et qui va orienter notre compréhension de l'équilibre du milieu intérieur. Alors, par ailleurs, on a les paramètres de l'acidose, hein, ammonium et acide, qui vont favoriser les douleurs et l'infection chronique, en particulier la Candida albicans. Vous savez que un des gros problèmes sur lequel tout le monde bute, c'est la candidose vaginale chronique. Hein, cette candidose vaginale chronique est se développe toujours dans un climat de sécheresse tissulaire avec une petite acidité locale. Donc là aussi, il faudra apprécier le décrochage hormonal et puis corriger cette sécheresse tissulaire. Les paramètres lipidiques, bien sûr, sont à prendre en considération, d'autant plus qu'ils sont révélateurs souvent de troubles alimentaires associés et de l'apport en acides gras. Et on verra que les acides gras, oméga 6 et oméga 3 en particulier, ont un rôle tout à fait intéressant comme initiateur des équilibres hormonaux. Alors, pour la précision du diagnostic, on pourra s'aider d'un profil stéroïdien salivaire. Moi, personnellement, j'ai quasiment arrêté de faire des profils hormonaux sanguins. Hein. Je trouve que c'est cher et puis c'est pas très performant. Alors qu'en fait, les profils salivaires nous donnent le niveau de l'hormone dans les tissus, donc on a une appréciation bien plus juste de ce qui se passe réellement. Et puis surtout, on a le rapport des différentes hormones entre elles, et c'est ce qui compte. On va le voir en particulier dans la dysménorrhée, hein, tous les phénomènes de dysménorrhée et de syndrome prémenstruel, c'est rarement un problème hormonal unique, hein, c'est un problème de dissociation entre le taux des différentes hormones. Là, dans ce cas-là, si vous voulez, ben, on voit bien qu'il y a un effondrement des estrogènes, alors qu'au contraire, il y a un pic de progestérone qui est énorme. Hein. Donc là, évidemment, on a affaire à une hypoœstrogénie et une hyperprogestérogénie. Alors évidemment, quand la femme est en cours de cycle menstruel, eh bien, on fera un test avant et après l'ovulation pour apprécier justement l'évolution des différentes hormones. Ah. Voilà. Alors, rappel des tests d'Hormède, hein, comme je vous disais, qui ne sont pas spécifiques de rien, hein, mais qui soulèvent un ensemble de possibilités qui ne doivent être prises en compte qu'en comparant les tests les uns avec les autres. Les propositions du système expert ne constituent qu'une approximation didactique fondée sur une statistique.
mais devront toujours être mises en cause par le praticien. Ce n'est pas parce qu'il est marqué hyperthyroïdie ou diabète, etc., qu'il y a une hyperthyroïdie ou un diabète. C'est une des nombreuses possibilités et on pourra l'apprécier en comparant les tests entre eux. Alors bien sûr, ce qui est très intéressant au niveau de la gynéco, c'est que la façon dont les règles se déroulent, c'est-à-dire à partir de quand elles s'installent, et puis surtout à partir, voilà, d'abord, est-ce qu'il y a un traitement de type pilule, traitement hormonal substitutif, ménopause, etc. Est-ce qu'il y a une dysménorrhée, une leucorrhée des bartholinites, c'est-à-dire des phénomènes suppuratifs, hein. Et puis on va interroger sur le rythme des cycles, hein. Est-ce qu'ils sont longs, courts, est-ce qu'ils sont abondants ou au contraire pas du tout? Et puis est-ce que c'est chaotique, hein. Et puis en particulier, quels sont les différents éléments qui ont modifié ces cycles? Sachant que là aussi, la présence d'un stérilet, par exemple au cuivre, va augmenter les pertes, ou au contraire d'un stérilet hormonal qui va quasiment les faire disparaître. Et puis, comme d'habitude, ben, on en profitera pour voir tous les autres symptômes des autres pôles, puisque les règles, c'est du sang, et évidemment, la présence de phénomènes d'anémie, de phénomènes au contraire de congestion, de stase, d'antécédents emboliques, etc., va modifier les règles. Il faut savoir que la présence de caillots dans les règles est un symptôme de chaleur, disent les Chinois, hein. Autrement dit, on a des phénomènes de stagnation, chaleur et de congestion qui peuvent être dangereux, donc ça doit attirer votre attention. Une femme avec des cycles normaux ne doit pas avoir de caillots. Alors, première grande question traitée, l'aménorrhée, hein, l'absence de règles. Alors, la première des aménorrhées, ben, c'est l'aménorrhée primaire, hein. Alors, autrefois, on estimait qu'une femme devait avoir ses règles avant 16 ans. Maintenant, on a des fillettes qui ont leurs règles dès 7-8 ans, hein. Ça, c'est certainement lié à l'explosion des modificateurs endocriniens dans notre environnement. Alors évidemment, s'il y a une aménorrhée primaire, c'est-à-dire jamais de règles, il va falloir éliminer un diagnostic de gravité. Et puis, dans ce diagnostic de gravité, bien sûr, il y a les adénomes hypophysaires, hein, un certain nombre d'agénésies, etc. En particulier, les troubles chromosomiques, comme le syndrome de Turner. On va avoir des phénomènes d'anomalies enzymatiques, comme par exemple le testicule féminisant, etc. Donc là, il y a vraiment des diagnostics organiques qui vont nécessiter des examens complémentaires. Et on pourra espérer un résultat par le biais de l'homéopathie que sur des retards pubertaires harmonieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout l'évolution des seins, l'évolution des organes génitaux externes, du mental, etc., se fait normalement, et simplement, il y a une petite insuffisance de maturation, donc on sera amené à utiliser des remèdes, des remèdes qui vont être des remèdes de relance hormonale globale, comme Maricta Carbolica, comme Natromur, hein, qui sont les aménorrhées suite de chagrin, hein. Pulsatilla, qui est une aménorrhée justement par insuffisance thyroïdienne, hein, donc là tout est normal sauf qu'il n'y a pas d'ovulation, ou Graphite, qui est un remède d'hypersurrénalisme, hein, donc c'est des jeunes filles qui sont un petit peu plus au masque, qui sont un petit peu perturbées, en particulier au niveau alimentaire et psychologique, elles sont migraineuses, constipées, etc. Et donc Graphite pourra les améliorer énormément. Les aménorrhées secondaires. Donc là, il y a eu des règles normales. Et puis, tout d'un coup, les règles disparaissent. Alors, la plus grande cause de l'aménorrhée secondaire, bien sûr, c'est la grossesse, hein. Et bien sûr, le postpartum, hein, c'est-à-dire les règles qui ne reviennent pas après l'allaitement. Alors là aussi, il faut faire la part de ce qui est organique, hein, en particulier le syndrome de Sheehan, qui va nécessiter une surveillance spécialisée, hein, qui est une micronécrose au niveau de l'hypophyse. Et puis, on pourra se poser la question aussi pour les
les blocages de règles après l'arrêt de la pilule, ou la présence éventuelle d'une tumeur de l'ovaire, tumeur de l'hypophyse, d'une synéchie utérine, c'est-à-dire d'une cicatrice de la muqueuse utérine, en particulier après un curetage, et même des causes extragénitales, comme l'anorexie mentale, hein, il n'y a pas de sang, donc évidemment, s'il n'y a pas assez de sang, ben, l'organisme supprime les règles, qui est une fonction dite de luxe par rapport aux fonctions vitales. Et puis même les patients sportifs de haut niveau qui vont présenter des anémies relatives, puisque en fait elles ont une énorme musculature qui stocke le sang et qui leur supprime leurs règles. Et puis bien sûr, on a toutes les anémies fériprives, alors ça c'est la mode des véganes et compagnie, et évidemment très souvent on a des taux de ferritine qui sont extrêmement bas, et donc on est amené à supplémenter. Alors, il faut se méfier un peu des supplémentations, parce qu'en fonction des différents fers qu'on peut utiliser, on peut donner des irritations digestives. Moi, personnellement, j'aime bien le Ferromax. Je trouve que c'est une formule assez équilibrée. Si la patiente veut bien manger du boudin noir, c'est encore mieux. Alors, il y a des aménorrhées secondaires de cause hormonale, bien sûr. Les hyperfolliculinies, hein, qui sont manifestées par un état préexistant du syndrome prémenstruel. Alors ça, on le voit en particulier. Alors, il faut bien comprendre que l'hormone n'est pas tout. Hein. L'hormone, alors il y a des taux des différentes hormones qui bougent pendant le cycle. Mais en fait, l'hormone, elle n'agit pas directement, elle agit à travers des récepteurs cellulaires. Et il y a des femmes qui, avec des taux d'hormones absolument normaux, vont faire des hyperfolliculinies. Au contraire, il y en a qui, avec le même taux, vont faire des hypos. Et malheureusement, on n'a pas de tests qui permettent d'apprécier au départ la sensibilité du récepteur. Donc, en fait, comment peut-on faire? Il y a un moyen tout simple pour avoir une idée de ce récepteur, c'est de faire simplement une courbe de température. Et en fait, la courbe de température va bien nous montrer la présence d'hormones au sein des tissus. Et puis, on va utiliser un certain nombre de remèdes homéopathiques qui vont décongestionner ce tissu en syndrome prémenstruel. Alors, il y a deux remèdes qu'on utilise assez systématiquement. Folliculinum, hein, qui est la progestérone, hein, une dilution de progestérone, ou le remède, le venin de serpent, qui s'appelle l'Akésis. Et à ce moment-là, on va donner une dose, par exemple 9, 15 ou 30 CH, selon l'habitude du praticien et selon le niveau de la congestion. Et puis, il y a les hypofolliculinies d'origine centrale, souvent mentale. Et donc là, on va avoir des aménorrhées suite de déceptions. Hein, c'est le cas, par exemple, d'Ignacia Amara, de natromure, de platine, d'émotions, de peur, de colère. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on voit dans les périodes chaotiques de l'histoire ce qu'on appelle les aménorrhées de guerre. Il y a un obus qui tombe à côté de votre maison et la maîtresse de maison n'a plus ses règles pendant 6 mois. Et puis, vous avez aussi les insuffisances lutéales d'origine périphérique. Alors, ça, c'est les corps jaunes qui produisent de façon insuffisante. Donc, le corps jaune, lutéinum, c'est le corps jaune. Donc, il n'y a pas suffisamment de maturation de la muqueuse utérine et évidemment, eh bien, il n'y a quasiment pas de règles. Donc là, on va être amené à essayer de stimuler ce corps jaune, par exemple avec l'utéinum, ou avec une plante, avec un effet hormonal adapté. On va en parler tout à l'heure, on va en voir quelques-unes. Alors voilà par exemple un syndrome qui est assez rare, hein, qui est un syndrome d'aménorrhée galactorée sur un adénome à prolactine. Donc, c'est assez fréquent, hein, les adénomes à prolactine. Au niveau de l'hypophyse, vous avez un petit adénome qui se développe. Alors souvent, ça peut être comme ça, sans cause vraiment, mais il y a un nombre non négligeable de ces adénomes qui se développent suite à des médicaments. En particulier, le Dogmatil était bien connu pour donner des adénomes à prolactine. Et la plupart du temps, ça évolue tout seul, c'est-à-dire que ça disparaît au bout d'un certain temps.
On a un médicament allopathique qui est la bromocriptine, qui va limiter la sécrétion de cet adénome. C'est une cause classique de stérilité, hein, l'adénome aprolactine. Et alors, ce qui est ennuyeux, bien sûr, c'est que ça, il peut devenir énorme et entraîner donc des compressions au niveau de la zone, et en particulier des compressions du chiasma optique. Alors, les symptômes, c'est assez simple, hein, il y a le lait remplace les règles. Donc, à partir du moment où le lait remplace les règles, vous devez penser à l'adénome aprolactine, et on doit faire une radio de la selle turcique et une IRM, etc. Et puis envisager ce qu'il y a lieu de faire. Alors là, c'est une patiente donc, avec un protidogramme qui n'est pas très perturbé, hein, quand même une petite hypergamma pour une femme jeune. Par contre, il y a un stress oxydatif qui est quand même notable, hein. Et puis on se rend compte qu'il y a quand même une hyperlipidémie qui est un peu importante. Manganèse, calcium, etc. On a beaucoup de tests lipidiques. Et puis, surtout, on voit aussi le mercure qui est élevé en même temps que gamma. Et ça, c'est logique puisque l'hypophyse, elle est dans la rate. Voilà, donc là déjà, évidemment, rien qu'à corriger le terrain, on aura un bon effet sur l'évolution. On peut espérer un meilleur effet sur l'évolution de cet adénome. Alors, il faut savoir que presque toutes les plantes apportent des phytohormones. Les phytohormones, elles sont inhérentes à la croissance des plantes, surtout au niveau de leurs fleurs, hein, et de leur housse. Et donc, elles ont tout un certain effet hormonal. Alors, il y en a, là, je vous en ai choisi 7, hein, sur les 80 plus grandes du BNS. Il y en a 7 qui sont vraiment très bien connues pour leur polarité hormonale. Hein. Agnus castus, le gâtinier silicastre, hein, qui est un remède d'épuisement hormonal. C'est un remède que les allopathes utilisent beaucoup pour les buffets de chaleur de la ménopause. Vous avez Agrimonia hepatoria, hein, qui est un énorme remède de mastose. Si vous voulez faire disparaître une mastose, c'est plus efficace. Alors, elle ne sort pas en tant que plante, elle sort en tant que fleur de bac. Hein. C'est Agrimonie en fleur de bac. Mais s'il y a Agrimonie qui sort en fleur de bac, vous pouvez le donner en teinture, hein, il n'y a aucun souci. L'amiomalbum, qui est la grande plante des dysménorrhées, hein, c'est une labiée, donc très riche en silice, très efficace dans les leucorrhées, un très bon effet cicatrisant des muqueuses génitales. Vous avez Leonorus cardiaca, qui est le grand remède des bouffées de chaleur de la ménopause, et en particulier des états d'agitation et de dépression de la ménopause. Donc elle est à la fois très sédative, à la fois sur le plan mental et vasculaire. Eunothera biennis, l'onagre, qui est riche en oméga 6, c'est une plante du syndrome prémenstruel qu'on peut prendre soit sous forme de teinture d'onagre, soit sous forme d'huile d'onagre, une à deux capsules, par exemple du 15e au 25e jour du cycle, et avec un très bon effet sur le syndrome prémenstruel. Vous avez aussi Tlaspi bursapastoris, la bourse à Pasteur, qui est le grand remède des hémorragies génitales. C'est un des grands, hein, c'est pas le seul, mais c'est un des grands. Et puis Viburnum prunifolium, qui est le grand remède des dysménorrhées. Vous voyez, là, rien qu'avec cette petite plante, vous avez un arsenal d'action gynécologique tout à fait remarquable et tout à fait fiable et efficace. Alors évidemment, s'il est proposé par le bilan, vous savez qu'il marchera à tous les coups. Le syndrome prémenstruel. Alors, hop, on va essayer de remonter. Voilà. Ça touche environ une femme sur 5. Ça va de la simple tension nerveuse à de véritables troubles du comportement. Irritabilité, dépression, vertige, aphonie, angine, acné, etc. Alors, là-dedans, on va essayer de bien cerner les choses parce que toutes les femmes ne font pas le même syndrome prémenstruel et toutes ne le font pas de la même façon. Alors, on va déjà préciser les femmes qui ont un syndrome prémenstruel de plénitude, c'est-à-dire elles sont améliorées par les règles. Hein, autrement dit, il y a trop de sang avant les règles, il y a un phénomène congestif, et quand les règles s'installent, tout le monde se détend. Voilà. L'Akhésis en haute dilution est le remède de ce type de trouble. Vous avez au contraire les femmes qui sont aggravées par les règles.
hein. Ce sont des femmes qui ont un fond de type anémique, hein. Et là, on va voir, en particulier, on va voir, par exemple, les actéracémosa, on verra un syndrome tendinomusculaire, par exemple, torticolis, etc., apparaître pendant les règles, ou même avec sépia, on verra la migraine du 3e jour des règles. Et puis les femmes qui sont plus mal après les règles, et là, on a affaire à des douleurs chroniques qui se développent sur un trouble de structure, par exemple une rétroversion utérine, ou la fibrose d'un ligament du petit bassin. Donc là, il faudra une exploration un petit peu plus poussée pour comprendre ce qui se passe. Alors, on va essayer d'avancer. Voilà. Alors, l'endométriose, c'est très à la mode actuellement. Ben, là aussi, les choses ont changé à cause des modificateurs endocriniens, hein. L'endométriose, c'est un tissu endométrial, c'est-à-dire c'est le tissu de la muqueuse interne de l'utérus qui se développe à l'extérieur et qui saigne et qui provoque des adhérences, des tissus cicatriciels, des kystes, etc. Et bien sûr des douleurs avant, pendant, après les règles et même parfois pendant les rapports. Alors, je dirais tout de suite que l'endométriose, on va revenir, on pensait que c'était ça, et en fait, il y a quelques années, les Américains ont mis en évidence que l'endométriose, elle était physiologique. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les femmes, pendant la 2e partie de leur cycle, ont tendance à développer une muqueuse qui va se répandre dans le petit bassin. Ce qui peut expliquer d'ailleurs en partie les phénomènes congestifs de la dysménorrhée, du syndrome prémenstruel, hein. Donc, il y a un tissu qui hyper réagit à une sollicitation hormonale. Mais ils ont mis en évidence que normalement, ce tissu, ce phénomène physiologique, il régresse spontanément à l'apparition des règles. C'est-à-dire, c'est pas pathologique et le tissu disparaît physiologiquement avec les règles. Voilà. Et donc, ça change un peu la stratégie, puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'empêcher un tissu de sortir, mais il s'agit plutôt de permettre le nettoyage d'un tissu qui n'a plus sa raison d'être. Alors là, il n'y a pas grand-chose qui marche, hein, personnellement, dans l'endométriose. Moi, j'aime bien l'homéopathie complexiste de Rilbeck, hein. Donc, vous avez 2 formules de Rilbeck qui marchent pas mal, hein, le R75, Doloman 5, hein, le grand remède des douleurs menstruelles, hein. On voit Magnésia Fausse, par exemple, qui est un grand remède des douleurs. Viburnum, on en a parlé tout à l'heure, le cuivre pour les spasmes, etc. Et puis vous avez le R50, Sacroginol, qui est un remède de congestion et de douleur du petit bassin. Et les deux se compléteront très très bien. Personnellement, moi je rajoute toujours un azote qui est carcinosinum. Alors évidemment, en France, on ne peut pas l'avoir, hein, mais parce que évidemment, ça va tuer des gens, hein. Ça ne tue pas les Suisses, mais ça risque de tuer les Français. Donc, carcinosinum, c'est un tissu, c'est un azote qui est fabriqué avec un square du sein, autrement dit un cancer fibreux du sein. Et en fait, le sein est une structure qui dépend donc de la rate, et vous savez que c'est la rate pancréas en médecine chinoise qui gère les chairs. Et en fait, quand vous avez un cancer du sein, c'est que votre organisme a failli à gérer les chairs. Et donc là, c'est vraiment le remède des proliférations tissulaires anarchiques que l'on ne peut pas maîtriser physiologiquement. Donc, si ça ne suffit pas, mes petits complexes homéopathiques, eh bien, on peut utiliser une dose de carcinosinum. Alors, je vous rappelle que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais vous pouvez aller sur le site médecine-intégrée.com et vous pouvez chercher le R75 et le R50, et puis vous pouvez le commander directement simplement en cliquant sur le lien, et notre ami Aïdan de la pharmacie de Castellane à Marseille se fera un plaisir de vous l'envoyer.
Les fibromes et les métrorragies. Mais ménorragie. Alors, métrorragie, c'est un peu différent. Hein. Métrorragie, c'est quand les règles arrivent n'importe quand dans le cycle. Alors, des règles qui arrivent à n'importe quel moment du cycle, c'est toujours pathologique. La ménorragie, c'est un écoulement qui est normal, mais trop abondant, hein, ce qui est très différent. Alors, généralement, le fibrome utérin touche 75% des femmes. C'est à peu près le même pourcentage avec les hommes et l'adénome prostatique. Il s'observe surtout à partir de 35 ans, où 30% des femmes ont déjà un fibrome. Alors évidemment, la plupart du temps, il est tout petit, hein, ça ne gêne personne, et c'est des découvertes d'échographie, hein, mais avec l'âge. À partir de 45, 50, la ménopause arrivant, on voit des fibromes de plus en plus gros se développer. Et là, il va falloir bien différencier les choses parce qu'il y a 3 aspects très très différents. D'abord, l'utérus fibromateux, qui est une hypertrophie utérine simple, hein, autrement dit, globalement, l'utérus gonfle de façon anormale. C'est pas grave, il y a très peu de symptômes et souvent ça évolue naturellement tout seul après la ménopause. Alors évidemment, la mauvaise attitude à avoir, c'est de mettre de la progestérone qui va ramollir cet utérus, c'est sûr, mais surtout qui va faire prendre 15 kilos à la femme qui n'a pas besoin de ça. Le deuxième grand type de fibrome, c'est le fibrome sous-muqueux hémorragique, c'est-à-dire c'est un tout petit fibrome, mais il se trouve à la surface de la muqueuse utérine et à chaque fois que la femme a ses règles, il va saigner. Et donc, c'est là où on trouve les grandes métrorragies qui finissent par être épuisantes et qui peuvent même aboutir à des situations absolument catastrophiques qui peuvent nécessiter une transfusion sanguine et même parfois qui peut provoquer un infarctus anémique. Donc là, en général, ça se règle assez facilement. Il suffit de faire un curetage, on nettoie, on enlève la muqueuse et on enlève le fibrome par la même occasion. Et puis, autre situation, le fibrome de taille importante et dure, hein, qui sont des fibromes scléreux, hein, donc c'est de la pierre. Et évidemment, on voit beaucoup de femmes venir nous voir avec des fibromes scléreux et qui nous disent, voilà, il faudrait me les faire disparaître par homéopathie. Alors malheureusement, là, on est obligé de leur dire non, ça ne va pas être possible, parce que le fibrome est avasculaire, c'est-à-dire il est complètement lié à l'âme, il n'y a plus de vascularisation et donc il ne peut pas évoluer dans le bon sens. Et alors en fait, ils ne sont pas très gênants ces fibromes, si ce n'est qu'ils peuvent induire des troubles compressifs de voisinage. Alors moi j'en ai vu des énormes qui étaient de la taille d'un petit ballon de foot, hein, et qui arrivaient dans le petit bassin, qui avaient complètement envahi le petit bassin et qui se trouvaient même, on voyait arriver le fibrome au niveau de l'ombilic, c'est-à-dire c'était une grossesse de 4 mois, 4 mois et demi. Alors évidemment, là, on ne peut pas les laisser, il faut intervenir. Alors voilà les différents aspects que ça peut avoir, hein, vous voyez. Donc ça, c'est des fibroses, des fibromes interstitiels, hein, légèrement sessiles, c'est-à-dire ils bombent, ou au contraire complètement pédiculés, voilà, et au contraire sous-muqueux. Vous voyez, les différentes situations vont induire des symptomatologies différentes. Alors, depuis qu'on a l'échographie, le diagnostic en est assez facile. Donc la discussion d'une éventuelle intervention peut se faire. Alors on a un remède homéopathique complexe qui marche bien pour les règles trop fortes et trop prolongées, hein, à base d'Aesculus, hein, de Crocus, d'Amamélis et de Sécalé. Sécalé cornutum, c'est la DHE, hein, et c'est l'équivalent du métergin en gynéco. Hein. C'est la même molécule que le métergin, qui est une injection qu'on fait en particulier pour refermer, religaturer les fibres de l'utérus pour que l'utérus arrête de saigner. Voilà, alors ça c'est ma petite signature à moi. Hein. Voilà, vous brillez aux yeux de tous grâce au BNS. Ayez une amicale pensée pour l'équipe qui va essayer de vous fournir un maximum de précision dans les délais les plus brefs. Voilà. Le docteur Henry, il est au-dessous, bien sûr.
Alors, qu'est-ce que j'avais Voilà. encore montré? Voilà, je crois qu'on a à peu près terminé. Voilà, on a à peu près terminé. Voilà, merci beaucoup, docteur Henry, pour tous ces points de repère sur les troubles menstruels et syndromes prémenstruels. Pour le moment, aucune question n'est arrivée, donc je suppose que tout était très clair. Surtout, je me répète, n'hésitez pas à partager toutes les questions que vous pourriez avoir et je les transmettrai. Si vous voulez bien ouvrir le cas numéro 1, on peut commencer par une lecture de cas. Le DNS d'une patiente qui a, elle, un trouble menstruel. Alors, Ouais, ça arrive. ça vient. Alors, en attendant que le bilan s'ouvre, de mon côté, je vais rapidement vous présenter le cas. Donc là, on a une jeune femme de 29 ans, célibataire et sans enfant, en phase de transition dans sa vie. Donc, elle a connu une rupture sentimentale, elle doit trouver un nouveau logement, un nouveau travail. Donc, c'est un petit peu compliqué pour elle. Un nouveau mec. Voilà. Elle est très fatiguée, elle souffre de migraines, elle a des problèmes de sommeil, elle est très anxieuse et fait des poussées de psoriasis en période de grand stress. Donc, Oui. elle prend une pilule mini-dosée depuis plusieurs années et elle a donc des règles régulières, mais par contre très douloureuses. Oui. Alors en fait, elle prend la pilule à cause de ses règles douloureuses. Alors, c'est pas signalé, mais peut-être. Peut-être aussi Si elle n'a pas de une trace copain, d'étude. c'est peut-être pas la peine qu'elle prenne la pilule. C'est plus la peine depuis peu, c'est vrai. Voilà. On pourra en Voilà. discuter. Là, c'est une discussion qu'il faut avoir avec elle. Alors, c'est intéressant parce qu'on se rend compte en fait que là, vraiment, ce qui domine, c'est déminéraliser, c'est-à-dire c'est un problème rein surrénal, hein. Donc, c'est probablement quelqu'un qui est épuisé et qui vraiment a trop tiré sur la corde. En général, une jeune qui est déminéralisée, c'est quelqu'un qui a vraiment tiré sur le. Alors, on va tout de suite aller voir l'ensemble des. Voilà. Alors, il y a un bilan qui est quand même très perturbé, hein. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça illustre ce qu'on avait dit au départ. Vous voyez, le fait d'abord que là, on a affaire à une inflammation chronique, hein, de type hyper-bêta-gamma, donc lymphocytaire. Et donc, c'est un état qui est absolument anormal à son âge. Voilà, il y a un stress oxydatif qui n'est pas négligeable, hein, quand même. Et puis on se rend compte aussi, alors on se rend compte qu'elle a les albumines élevées, hein, donc elle tire pas mal sur sa surrénale, et que le paramètre le plus élevé, c'est carbo, qui est un paramètre vraiment de stress et d'agitation. C'est un ion d'urin, hein, carbo, donc c'est quelqu'un qui vraiment essaie de faire face et c'est très difficile pour elle. Voilà. Alors, évidemment, en plus, on se rend compte, ben, il y a un petit peu de graisse circulante, hein, manganèse. Euh, bon, alors, le paramètre arsenic, un peu, tout est un peu élevé. Oui, c'est là où ce que je vous disais sur le râteau à palette est intéressant. Quand vous avez une augmentation globale de tous les tests, donc on va pas chercher, c'est complètement idiot de chercher la signification de chaque test, hein. S'il y en a vraiment un qui est isolé, vous voyez là par exemple, il y en a un qui est isolé par rapport aux autres de son pôle, il a une grosse signification. Mais en fait, le fait que tous les tests soient élevés, ben, c'est qu'on est dans un état inflammatoire chronique. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, c'est intéressant, mais on n'a pas le diagnostic. Alors, on va essayer de regarder les différents autres symptômes qui vont nous éclairer un petit peu. Donc, frileuse, c'est normal, vous avez vu, elle a un petit vide de sang. Alors, le psoriasis, c'est un état inflammatoire sur vide de sang, hein. Il y a un petit vide de sang, il poil fin, elle est fatiguée, il poil faneux, hein. Triste, fatiguée, aérophagique, anxieuse, sommeil, vertige, tout ça, c'est des symptômes qui sont liés à son adaptation difficile, hein. Vertige vrai, ça c'est le rein qui pédale. Bourdonnement d'oreille, c'est le rein aussi. Alors, dysménorrhée et alors, tu me disais qu'elle avait des règles abondantes, hein, et migraineuses aussi, oui. C'est ça, les migraineuses, oui.
Alors, elle n'a pas forcément des règles abondantes, mais par contre très douloureuses. Voilà. Alors là, il faut bien comprendre que… Alors c'est intéressant parce que on se pose, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui domine? Alors est-ce qu'on s'intéresse aux symptômes, hein, est-ce qu'on va se traiter, est-ce qu'on met en avant le traitement de sa migraine et de sa dysménorrhée, ou est-ce qu'on se dit, et c'est un petit peu ce que dit le bilan, hein, le bilan, la machine, elle dit ouais, mais enfin le problème, c'est un problème inflammatoire. Hein, donc qu'est-ce qu'on voit? Ben, on va sortir que des plantes de l'inflammation chronique. Elle est pas grosse. Elle a un petit surpoids. Ah, elle a un petit surpoids, on va voir ça. Oui, 26, ah oui, quand même. Hein. Voilà. Bon, moi, personnellement, j'utiliserais la vanille. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un ovaire végétal. C'est une grande plante qui est sédative. C'est une grande plante anti-inflammatoire. Et je pense que c'est vraiment c'est intéressant. Et puis, là, en ce deuxième, pour traiter vraiment ces phénomènes inflammatoires, la prêle. À ce moment-là, c'est très facile à prescrire comme ça. Par exemple, on donne écuisé-tom rincé, 2 gélules de poudre de prêle le matin, et puis 25 gouttes ou 30 gouttes de teinture de vanille le soir. Voilà. Alors, à retenir quand même, après, on pourra introduire la bourrache, hein, qui est le traitement de son psoriasis. Hein. C'est un grand traitement des peaux sèches, hein, riche en oméga 3. Et puis après, on pourra envisager éventuellement le glycoma. Mais vous savez que je suis assez uniciste, donc je choisis une plante. Écuisé-tom, c'est presque pas une plante. Hein. Écuisé-tom, c'est du soufre et de la silice. Et donc, c'est une plante qui est très, très minérale. C'est une plante primitive qui est très minérale. Donc, elle a surtout un effet anti-inflammatoire, elle reminéralisante. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, c'est intéressant, vous voyez, il sort cyprès, c'est une grande essence de décongestion du petit bassin. Alors, on peut lui proposer, si ça ne suffit pas au niveau de ses douleurs, de mettre une goutte d'essence de cyprès sur le ventre quand elle a mal et de masser doucement. C'est une très, très bonne technique. Et puis le cèdre, c'est une plante de dermite inflammatoire, ça c'est pour son psau. Mais là aussi, on va essayer un truc après l'autre et puis on regardera ce que ça donne. Voilà, ça te va, Aline? Mais moi, ça me va bien. Donc, en fait, en agissant sur son phénomène inflammatoire, on va également réduire les douleurs menstruelles. Ah ben oui, 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 tout se tient. Hein. La migraine, la dysménorrhée et puis le psau. Le psau, il ne faut pas oublier que c'est une chaleur, c'est un phénomène inflammatoire, sur un vide de sang. Et, et que quand cette chaleur est trop importante, elle va sécher carrément les liquides organiques et elle va se transformer en rhumatisme psoriasique, qui est très, très invalidant, très inflammatoire, enfin, avec des gros problèmes. Éventuellement, si ça ne suffit pas, on pourra donner bien sûr de la bourrache et puis même un antioxydant carrément, tu vois, parce que là, il y a un stress oxydatif qui n'est pas négligeable. D'accord, mais une chose après l'autre. Ah oui, 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 oui. Voilà. Alors, petite question, Jean-Yves, quand vous dites on donne, vous êtes assez uniciste dans votre approche, on va donner un remède, on va le prendre, voir ce qui se passe. Oui. Du coup, quel est le délai qu'on se donne pour voir quelle est l'amélioration qui pourrait apparaître? Alors, pour une plante, on se donne entre 3 et 6 semaines. Ah, d'accord, ok. Voilà. Il faut le temps. Alors, des fois, la patiente ne va pas la supporter du tout, donc elle va le dire ça dans la semaine. Elle va dire non, ça ne va pas du tout. Alors, à ce moment-là, tu arrêtes. C'est assez. La plante, généralement, elle a une pathogénésie, hein, donc on est tapé trop bas en concentration. Donc, tu donnes la même, mais en haute dilution. Donc, souvent, je donne une dose en 30 CH. Elle prend la dose en 30 CH et ça marche impeccable. Ah, d'accord, ok. C'est qu'on est tapé trop bas en termes de quantité d'informations. D'accord. Donc, on peut tabler sur 1 à 2 mois de thérapeutique avant de faire un premier bilan, en fait, à peu près. Oui, moi j'aime bien qu'ils m'appellent entre 4 et 6 semaines Voilà. pour voir ce qui se passe, s'il y a lieu de modifier quelque chose, de changer les quantités
ou de rajouter un troisième élément, par exemple. Ok. Voilà. Et alors, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant de faire comme ça, c'est que c'est comme ça que vous allez apprendre comment les plantes fonctionnent et ce qu'elles donnent et ce qu'elles ne donnent pas. Hein. D'accord. Je me suis rendu compte qu'il y a des plantes dont tout le monde disait mille merveilles et qu'elles ne marchaient pas du tout dans certaines concentrations ou dans certaines présentations, et Mm. alors que c'est marqué nulle part. Alors qu'il y en a d'autres qui, à toute petite dose, ont des effets magnifiques. Mm. Alors, si vous en donnez 3-4, vous savez plus ce qui a marché. C'est vrai. D'où l'intérêt d'aller doucement. D'où l'intérêt d'être assez uniciste dans la prescription. D'accord. Alors, on va attaquer le cas numéro 2. Alors, vous êtes prêts de votre côté, Jean-Yves, pour le cas numéro 2. Donc là, on a quelques informations seulement. C'est une jeune femme de 21 ans qui est étudiante et sans enfant. Alors, elle est très fatiguée, très, très émotive. Elle se met également rapidement en colère. Elle est à fleur de peau, donc très irritable. Elle fait des crises d'asthme. Voilà, alors tu vois, ça c'est colère, hein, Voilà. Elle, émotive, dystonique, hein, et asthme, c'est dystonique aussi. Hein. voilà. Donc, elle prend également une pilule contraceptive. Pour le coup, elle présente des leucorrhées, donc des pertes blanches très abondantes et également odorantes. D'accord, ouais, mais pas irritante. Pas irritantes. Pas irritante. C'est très important. Hein. Alors, on va regarder carrément l'ensemble du parcours. Voilà. Alors là, voilà. Alors ça, c'est très intéressant. Vous voyez, on a un bilan qui est tout typo. Hein, voilà, on peut estimer qu'il est tout typo. Mais on a un phénomène inflammatoire chronique, de type lymphocytaire. Et puis, on a quand même une pression sur la surrénale. Hein, c'est quelqu'un qui est dans une situation de stress. Et donc, elle a tendance à tirer beaucoup sur sa surrénale. Voilà. Alors, les bilans tout typo comme ça, vous savez que c'est des bilans de chronicité. Hein, c'est des choses qui ne bougent pas très vite. Hein. Voilà. Alors, elle nous dit fatigue, varices, aphte, leucorrhée. Voilà. Est-ce qu'elle a aussi oui, asthme aussi. Elle a une sinusite, elle a des problèmes ORL répétés. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, alors c'est assez facile. Hein. Alnus glutinosa, leucorrhée. Grand remède des leucorrhées. Voilà, Alnus glutinosa. Elle n'est pas grosse. Hein. Ouais, un petit peu ronde quand même. Hein. Ok, alors, voilà, Alnus glutinosa, moi je lui donnerais. Et puis, alors, ça c'est intéressant. Euh, Ouais, non, ça suffit. C'est pas la peine de donner 50 choses. On pourra l'alterner avec Acer campestris aussi, hein, qui est très dépuratif aussi. Donc je dirais Alnus glutinosa et Acer campestris qu'on peut alterner. Voilà. Quand Voilà. vous proposez d'alterner un remède, Jean-Yves, c'est sous quelle forme? C'est-à-dire un le matin, un le soir, ou c'est plutôt un pendant 2 semaines, l'autre pendant 2 semaines? Voilà, alors on va faire un pendant un mois et puis on verra ce que ça donne et puis éventuellement on pourra en donner un autre plus tard. Quand on connaîtra bien l'effet des deux, on pourra les donner un le matin et le soir. D'accord. Ok. Et Scalnus glutinosa, étant donné que c'est indiqué également comme un remède des leucorrhées, pourrait être recommandé à toutes les femmes qui font des leucorrhées Non, en symptomatique. ben non. Ben non, sinon le bilan ça sert à rien. Je sais bien. Non, parce qu'on a l'habitude de proposer des remèdes en symptomatique. Oui, mais c'est tout le problème des allopathes et des naturopathes. Hein, qui Hmm. ils ont une plante du foie, ils ont une plante des leucorrhées, ils ont une plante des migraines, etc. Alors ça marche dans 15% des cas, ils sont contents. Et puis les 85% ça ne marche pas. Donc
ben, ça ne marche pas. Donc, et puis, il ne se pose pas la question de pourquoi. Voilà. Voilà. Donc, elle, sa leucorrhée, elle répondra à anus. Une autre, ça sera la myome. Une troisième, ce sera le kémie, etc. Parce que les mécanismes ne sont pas du tout les mêmes. La leucorrhée, c'est ce qu'on appelle en médecine chinoise, c'est un phénomène de glaire. Hein. S'il y a des glaires et si le corps élimine les glaires sur les muqueuses, c'est que la rate fonctionne mal. Les glaires ne sont pas brûlées correctement. Donc, il faut se poser la question, pourquoi la rate fonctionne mal? Hein, alors, là dans le cas de cette patiente, je pense que c'est un cas de pulsatilla. Donc, en effet, il y a un certain nombre de choses qui ont perturbé le fonctionnement de cette rate, les soucis, les polyvaccinations, les cochonneries qu'elle bouffe, etc. Tout ça, ça a perturbé sa rate. Et la rate, elle n'en peut plus, elle est noyée, et donc elle balance la merde à l'extérieur au niveau de ses muqueuses génitales. Et d'ailleurs, si on l'interroge, on va se rendre compte qu'elle a aussi des écoulements nasaux, qu'elle a la langue chargée le matin, qu'elle ne supporte pas bien les aliments gras, etc. D'accord, ok, c'est cohérent. C'est-à-dire, à partir d'un symptôme, tu dois toujours l'élargir sur une physiologie d'ensemble. Évidemment, on est sur l'approche systémique. Oui, évidemment, oui. C'est ce que tout le monde devrait faire. On devrait le faire. Après, c'est vrai Tout le monde devrait faire. Ouais, l'approche symptomatique, c'est un piège hein, finalement. Hein. Exactement. Et puis la plante des leucorrhées, c'est un super piège. D'accord. Voilà. Sinon, on en mettrait dans le bidet systématiquement, ça serait plus simple. D'accord. Alors, on a Muriel Schumacher qui nous dit pas d'accord. Donc, je lui demande pour quelle raison. Puis, elle me dit, elle est naturopathe. Voilà. T'es pas d'accord, pourquoi? Je lui demande et elle me dit que c'est parce qu'elle est naturopathe. Voilà. Donc, elle est un petit peu comme les allopathes dans l'approche systémique, peut-être. Oui, non, mais en plus, elle est très bonne, Muriel. Oui. Mais elle a cette difficulté de la réponse automatique. C'est-à-dire que elle a la joie de connaître la solution. Mais en fait, c'est peut-être très bien, mais il faut se dire qu'il n'y a jamais une seule solution. Il y en a toujours un paquet. Et en fait, on fait le tri à travers les différentes solutions possibles. On a bien compris quel était le mécanisme qui était derrière. Et tu as le droit de prescrire que quand tu as bien compris le mécanisme qui est derrière. Sinon, c'est de la thérapeutique de masquage. On va masquer le truc. Autrement dit, on met la merde sous le tapis et on ne règle pas les problèmes. D'accord. Voilà. Je l'adore, Muriel. Elle dit qu'elle nous aime aussi, voilà. Voilà. Grande déclaration. Voilà. Voilà. Alors, troisième cas. Alors, le troisième cas. On y arrive. Hop, pour le troisième cas, on a une femme de 39 ans qui est infirmière, ce qui implique donc qu'elle est polyvaccinée. Oui. A des tendinites, des problèmes ORL chroniques. Elle prend des anti-inflammatoires. Elle est en période de dépression actuellement. Elle a également un gros terrain allergique avec de l'eczéma, des migraines, de l'asthme et des polynoses. Et elle a également des leucorrhées, en plus des règles douloureuses. Donc, en fait, elle se retrouve avec les deux cas de figure un petit peu précédents relatifs à ces troubles menstruels. Voilà. Voilà, donc là c'est très intéressant. Alors, il y a une chose auquel qu'il faut rappeler, hein, c'est que les muqueuses du nez et de la bouche, c'est les mêmes que les muqueuses vaginales et anales. Hein. Et donc, dès que tu as un symptôme à une extrémité du corps, tu dois poser les questions pour les symptômes de l'autre extrémité. Et ça, d'ailleurs, ça fait bien rire mes copains dentistes qui envisagent de mettre des étriers gynéco sur leur fauteuil. Mais ceci dit, ça fait partie de l'enquête systématique qu'on doit avoir. Alors, on se rend compte que c'est une dame, déjà, elle est un petit peu ronde. Hein. Il y a 6-8 kilos de trop, hein, ce qui explique sans doute la tendance vasculaire. Alors là, on va carrément regarder l'ensemble des
des bilans, et on se rend compte que là, on a un foie qui est complètement engorgé, et qu'il y a une inflammation cutanéo-muqueuse, hyper-alpha-2. Donc, ces symptômes de nez, de gorge, d'asthme, etc., ils sont là. Et puis, la cause de ça, ben, c'est parce que le foie est vraiment mal. Alors, pourquoi le foie est mal? Ben, ça, on doit se poser la question. Elle est infirmière. Alors, le foie, c'est le bouclier des émotions. Donc, la pauvre, c'est quand même une profession qui est extrêmement exposée au niveau émotionnel. Et puis, c'est une profession qui est très, très exposée, en particulier au niveau de l'hépatite B et au niveau de tous les vaccins qui vont se retrouver à créer une pathologie hépatique chronique. Voilà. Alors, colère c'est foie, hein, émotion, c'est foie, frilosité, c'est foie, crampe, c'est foie, tendinite, c'est foie, vous voyez, donc pas mal de choses. Après, on a des phénomènes de chaleur. Hein, voilà, dysménorrhée, leucorrhée, bien sûr. Voilà, polynose, c'est foie. Migraine, c'est vésicule biliaire. Hein. Asthme, eczéma. Voilà, alors en plus, c'est probablement, le fait d'avoir tout ça, c'est probablement une jeune femme qui a fait une atopie et qui a été polyvaccinée, et donc elle n'est pas très très bien, forcément. Alors là, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une intolérance alimentaire derrière, d'autant que le paraméthione, il est un petit peu élevé quand même. Et puis, si le foie est comme ça, c'est probablement parce qu'il y a une inflammation digestive sous-jacente. Ça, c'est une patiente, je lui demanderai quand même si c'est pas très net, je lui demanderai si elle n'a pas de faire un bilan des intolérances alimentaires. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce bilan? Alors, on voit plein de choses intéressantes, bien sûr. Puis il y a le fait qu'elle mange trop, hein, aussi. Alors, si on veut jouer sur le foie, moi, j'utiliserais l'érable, hein, Acer campestris. C'est un grand dépuratif, phlébotonique, etc. Voilà, grand nettoyage du foie. Si on veut jouer beaucoup plus sur les phénomènes muqueuses et sur l'eczéma, la salse pareil. Je sens que la salse pareil, c'est la nourriture des schtroumpfs. Hein. Elle peut être assez réactive, hein, donc je n'en donne pas des grosses quantités. On peut dire par exemple sarsaparilla, on va donner 10 gouttes le matin et Acer campestris 25 gouttes le soir, par exemple. Voilà. Nepeta est une plante magnifique, c'est une menthe. Hein. Elle a un seul inconvénient, c'est qu'on la trouve plus actuellement. Hein, plus personne ne la fabrique. Donc, à moins de la planter vous-même et de faire les teintures vous-même, c'est un peu dommage. On la trouve en plantation, hein. C'est la menthe des chats, hein. Mais on la trouve plus en médicinal. Alors, ils m'ont proposé de me la faire, mais il fallait que j'achète 500 litres de teinture mère, j'en avais pas vraiment le débit. Voilà. Alors, il y a une plante qui marche très très bien, qui est très intéressante, hein, c'est olive. Une grande plante de l'épuisement physique. De même, la mandarine et l'oranger douce sont des essences extrêmement sédatives. C'est des essences de douleur, de spasme et d'insomnie. Ça marche très très bien aussi. Voilà, tu as d'autres questions, Aline? Alors, moi, j'ai aucune question qui nous arrive pour le moment. Donc, voilà. Je pense que ça a été très clair. On a bien compris qu'à travers la lecture de ces bilans-là, qu'il n'y a pas un remède pour une personne, mais qu'en fait, ces troubles, ils sont au départ d'origine multifactorielle. Oui, il faut se dire que là, par exemple, on a probablement quelqu'un qui est atopique ou qui a un énorme problème d'intolérance alimentaire avec un foie qui est fracassé. Et puis derrière, on a tout un tas de manifestations cutanéo-muqueuses qui sont jamais que l'expression de la dysrégulation interne, quoi. Donc, si on se contente d'agir sur la manifestation, ben, ça ne tiendra pas. Hein. Et donc là, le gros intérêt du bilan, c'est de poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est derrière les symptômes? Et puis à partir du moment où on fait un traitement étiologique, non seulement les symptômes vont s'améliorer et même carrément souvent disparaître, mais en plus les gens vont se sentir vraiment mieux. Et donc un patient que vous avez réussi, en général, il vous amène toute sa famille parce qu'il a compris que vous avez une approche qui est complètement différente des copains.
Voilà. Alors, j'en ai encore un, je crois. Ah, alors, Une, pardon, une. un dernier petit cas dans ce cas. Alors, Alors, un dernier cas avant de nous quitter rapidement. Donc, on a un cas numéro 4. lymphoïde. Voilà. Alors là, on a une femme de 37 ans qui n'a pas d'enfant, très active mais également très épuisée. Donc, syndrome prémenstruel avec douleur et tension dans la poitrine, faute d'humeur, irritabilité et fringale avant les règles. Voilà. Et là, c'est soulagé par l'apparition des règles. D'accord. Donc là, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est une dysménorrhée de plénitude, hein, donc là, elle va bénéficier de l'achésis quand elle sera comme ça. Et puis, et puis là, on retrouve ce qui est très intéressant, c'est l'axe lymphoïde acide. Hein. Là, on est dans une rate qui est pleine, hein, donc probablement une petite tendance à prendre du poids. Et puis un mal-être. Hein. Il ne faut pas oublier que la rate, c'est une adaptation qui gamberge, qui balade, et donc des phénomènes qui peuvent être même des fois agressifs. Hein. Donc là aussi, relativiser les choses. Voilà, 24,2, un petit surpoids. On voit les albumines qui sont basses, hein, donc là et puis les alphins qui commencent à s'élever. Donc là, on a la dissociation albumine-alphin qui est caractéristique de la phase 4, c'est-à-dire de l'état acide sur sécheresse. Voilà, on le voit bien là. Et puis là aussi, on voit ce qu'on a vu sur les autres bilans. Hein, il y a des manifestations cutanéo-muqueuses de type chaleur. Voilà. Alors là, évidemment, on a intérêt à remettre de l'eau. Hein. Ça va protéger les tissus, ça va réduire les douleurs. Là aussi, on a beaucoup de sécheresse, on le voit bien au niveau du stress oxydatif, les phénomènes de chaleur. Et puis alors, on voit aussi que les paramètres qui sont élevés, c'est cuivre, hein, des crampes, un paramètre de crampes, l'iode, probablement intolérance alimentaire à tester, et puis arsenic qui monte en même temps que les alpha-2, hein, donc arsenic comme ça qui monte, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se détendre, et c'est quelqu'un qui se vit dans l'insécurité. Hein, donc des phénomènes de tension nerveuse, de surcompensation sans arrêt qui l'épuisent, alors qu'en fait, il suffirait qu'elle se sente plus sûre d'elle pour que ça aille beaucoup mieux. On ne connaît pas son vécu non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer? Ben, bien sûr, la vanille va remettre de l'eau. Hein. La vanille, c'est une plante qui est digestive et sédative. Elle marchera très très bien. Si elle est constipée, moi j'aime bien Rhéum, la rhubarbe, qui est une grande plante de médecine chinoise. Là, vous avez Viburnum, la grande plante de la dysménorrhée, hein, qu'elle peut essayer. Alors, Viburnum, quand c'est comme ça, alors là, il ne faut pas donner, elle est en plénitude déjà, hein, en deuxième partie de cycle, hein, donc tu donnes une plante. Hein, et encore pas beaucoup. Viburnum, tu donnes par exemple 15 gouttes les 10 derniers jours du cycle. Hein. Et puis alors, il y a une plante que j'adore, c'est Bryophyllum, qui est la grande plante des migraines vasculaires. Bon, 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 bon. C'est une petite plante de la steppe africaine qui est toute rouge et qui apparaît quand le feu a ravagé la steppe. Et à ce moment-là, elle fleurit et elle fructifie en 15 jours au milieu d'une steppe qui est calcinée. Et le kalanchoé, vous irez voir sur le site, il y a une photo absolument admirable d'une fleur de kalanchoé. Et donc, c'est un des grands remèdes de la migraine et des bouffées de chaleur de la ménopause. Voilà. C'est un remède anthroposophique, hein, vous la trouverez en spécialité anthroposophique. Voilà, je vais changer probablement dans les mois à venir, je vais améliorer le module micronutrition, hein, je vais dire des choses plus précises. Voilà. Ça te va, Aline? Moi, ça me va pas parfaitement. C'était très clair. Là, on en a pris. Des questions pour nos amis? Alors, toujours pas de questions. Donc, du moins pas pour le moment. Si des questions devaient émerger après coup, n'hésitez pas à me contacter sur la boîte mail contact@mybiobox.com. Je me chargerai de transmettre vos questions à Dr Henri. Il se fera un plaisir d'y répondre.
Avant de vous quitter, d'abord, je remercie Dr Henri pour sa disponibilité, son partage encore une fois. Et surtout, je voulais préciser qu'on a, il me semble, calé la date du 5 février pour un prochain webinaire qui portera sur les problèmes dentaires et leur impact sur l'organisme. Hein, comment les appréhender avec le BNS et qu'est-ce qu'on peut voir à travers ce bilan sur les problèmes dentaires. Voilà. Donc, si d'ici là, vous avez des suggestions à nous faire, des propositions de problématiques à développer ici avec Dr Henri, n'hésitez pas à me contacter, toujours sur contact@mybiobox.com. Et pour rappel, dès demain sur YouTube, vous pourrez retrouver sur notre chaîne MyBiobox ce webinaire en diffusion libre et gratuite. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre attention et à très bientôt, Jean-Yves. Au revoir Aline, au revoir à toutes. Au revoir. Bonne soirée.